Bienvenue au Guatemala. Dans ce pays, les 2 tiers des habitants vivent à la campagne et travaillent dans l'agriculture. Les marchés sont donc très bien achalandés. Mais il ne faut pas s'y fier. 1 tiers des habitants souffrent de malnutrition et 50% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 2 € par jour. En langue nahuatl, Guatemala signifie « lieu rempli d'arbres ». Le pays jouxte le Mexique, le Belize, le Honduras et le Salvador. Et il est traversé par une chaîne de montagnes volcaniques qui culmine à plus de 4000 mètres d'altitude. Le Guatemala ne manque pas non plus de plages, puisqu'il est bordé par le Pacifique et la mer des Caraïbes. C'est aussi un grand lieu de la civilisation maya, et c'est d'ailleurs par un site archéologique que la famille commence son exploration. Dans celui-ci, on croise de drôles d'animaux. Les ruines de Tikal se trouvent dans les forêts tropicales du nord du pays. Elles sont le terrain de jeu des singes hurleurs, des singes araignées et des coatis, des petits mammifères proches des ratons laveurs. Leurs cris assourdissants servent d'alerte à la meute. Malheureusement, ces singes sont menacés par la chasse et la déforestation. Tikal était un grand centre urbain qui a dominé la région maya pendant près de 7 siècles. Il a attiré tellement de monde, jusqu'à 400 000 habitants selon les estimations, que les ressources ont fini par manquer. Et il est arrivé à Tikal ce qui est arrivé à l'ensemble de la civilisation maya, un effondrement. Le camion traverse tranquillement le pays pour rejoindre la petite ville de montagne de San Andrés Itzapa, à côté de la capitale. Les pauses sont souvent l'occasion de petits cours de cuisine improvisés. Il suffit d'un peu de farine et d'eau pour que Martin et Chine se régalent de tortillas toutes fraîches. Nous sommes maintenant en route pour San Andrés, qui est un petit village à côté de la ville de Guatemala. Et là-bas, nous allons rencontrer Mario, qui a la bonne idée de faire des machines à partir de vieilles bicyclettes, en recyclant des vélos. Et donc, ce sont des machines pour faire des jus de fruits, des machines pour l'agriculture. On va en savoir plus tout de suite en visitant ce projet qui s'appelle Maya Pedal. San Andrés Itzapa est une ville agricole perchée sur le flanc d'une montagne à 1800 mètres d'altitude. Les 30 000 habitants vivent entourés de champs de maïs. C'est d'ailleurs la production de tortillas qui fait vivre l'économie locale. Bonjour Martin, bienvenue. Bonjour Chine, bienvenue. Bienvenue à Maya Pedal. Les enfants, vous allez nous aider à travailler aujourd'hui. Mario est ingénieur et il a eu une idée de génie. Il récupère des vélos usagés pour les réparer et les revendre. Et quand les vélos sont irrécupérables, des bénévoles venus du monde entier réutilisent des parties pour les transformer en machines à pédales. Les pédaliers permettent de démultiplier l'énergie humaine et ainsi bien souvent de s'affranchir de l'électricité. Nous recyclons des bicyclettes pour donner une opportunité à une famille, à une communauté ou à un groupe organisé qui voudrait se lancer dans une entreprise productive. Nous créons, tout en leur permettant de faire travailler leur main-d'œuvre, une machine intermédiaire qui n'est ni industrielle ni complètement basique. C'est une machine mécanique très facile à utiliser. Très bien. Ceci est une bicyclette de même construction métallique que les autres. Celui-là, on dirait, comme dans les parcs, il y a des jeux pour faire des muscles. C'est un vélo, tu roules pas. L'idée avec celle-ci est de pouvoir vendre des liquides.
d'emporter facilement du matériel ou des ustensiles, par exemple des paniers contenant des fruits. On peut se déplacer de cette manière et on peut vendre des fruits ou n'importe quel jus. On peut circuler d'un point de vente à un autre. Telle est l'idée de cette bici Batidora. Elle est adaptée à toute la famille. Les enfants, les femmes, les maris peuvent ainsi obtenir un salaire journalier. Nous développons, grâce à chaque machine, une solution familiale. Voilà, très bien. Tu peux le faire. C'est vraiment pour toute la famille, hein? L'atelier regorge de machines en cours de construction. L'équipe de Maya Pédale invente de tout. Des broyeurs, des batteuses, des pompes, des décortiqueuses, des machines à laver et donc des mixeurs. C'est bien ici pour apprendre à réparer son vélo. Martin a raison, il ne faut pas oublier l'atelier réparation et customisation. Mais ce qui intéresse le plus les enfants, c'est la machine à jus de fruits, la Bicili Quadora. Alors où est-ce qu'on va aujourd'hui? Nous allons livrer des machines à des unités de production. Et nous avons aussi réparé une machine destinée au bain public. Une bici bomba. Allez, allons aider la communauté. Bienvenue à vous. Ce matin, Mario va livrer l'une de ses cyclomachines qu'il a remise en état. La cyclomachine retrouve sa place dans une coopérative de femmes. Elles fabriquent du shampoing avec de l'aloe vera qu'elles font pousser dans leur jardin. Cette activité leur permet d'arrondir leur fin de mois et grâce au mixeur à pédales, la fabrication de shampoing est devenue une activité sportive à part entière. C'est mieux parce que le corps fait de l'exercice. En montant sur la machine, on fait de l'exercice en levant et baissant les jambes. Le sang circule mieux. C'est ça l'avantage de la Bicili Quadora. C'est bon pour la circulation sanguine. C'est ce qui est vraiment intéressant avec la Bicili Quadora. C'est dur les enfants? C'est bien. Toute la communauté de San Andrés bénéficie des machines de Maya Pédale depuis 15 ans. Chine et Martin vont découvrir qu'elles ne servent pas qu'à faire des jus de fruits. Salut Bartholomé. Difficile d'imaginer que cette ferme familiale abrite une petite usine. C'est ce genre de machine que nous utilisons pour la fabrication de tuiles. C'est une bici vibradora. Nous l'appelons bici vibradora. Dans les mélanges de produits, il y a de l'air. Et avec les vibrations, l'air s'en va. Comme Martin peut le constater, la vibration générée par le pédalage permet de bien répartir le ciment, ce qui rend la tuile plus solide et parfaitement étanche. Grâce à la cyclomachine, les tuiles de Bartholomé se vendent très bien. C'est une bonne idée pour la fabrication des tuiles. Auparavant, on fabriquait des tuiles avec de la boue. On la faisait sécher à température ambiante et on faisait la forme avec le tronc des arbres. Le bénéfice de la micro-tuile est qu'elle produit une ambiance très agréable. En cas de chaleur, l'ambiance reste très fraîche. Mario poursuit sa tournée. Chine et Martin vont découvrir un autre usage des cyclomachines. Ils se rendent chez un maïsiculteur. Martin surveille de très près la machine qu'il a repeinte lui-même.
Le vélo à égrener a rendu la vie plus facile à cette famille qui cultive du maïs depuis des générations. Avant, l'égrenage se faisait à la main avec des bâtons. La famille traitait 400 kg de maïs par semaine. Avec le vélo-machine, c'est 16 fois plus. La qualité du maïs que l'on sème ici est très bonne parce qu'elle ne date pas d'aujourd'hui mais de temps lointains. Ce sont nos ancêtres qui nous ont laissé une terre et une semence de bonne qualité, de génération en génération. Nous l'utilisons comme aliment. Et non seulement il est très bon, mais il est également gorgé de vitamines. Si on égrène le maïs à la main, on a beaucoup moins de force qu'avec les pieds. Avec les pieds, on a 65% de force en plus qu'avec les mains. Voici ma femme. Entrez. Toute la famille est invitée à partager le repas. Ici, la provenance et la qualité des produits ne fait aucun doute. L'occasion pour Fred de goûter au jus de riz. Il y a aussi de la cannelle et du sucre. Ils en mettent partout. Et c'est bon, très bon, frais, très bon. Qu'est-ce que c'est ce que tu manges, Martin? C'est du tamales. Qu'est-ce que c'est le tamales? C'est du maïs. C'est du maïs, ouais. Même si les gens sont pauvres, ici la table familiale est toujours ouverte. La journée n'est pas finie pour Mario et son équipe. Direction les bains de la ville où Maya Pédale a installé une cyclopompe. Les bains publics sont très appréciés. Les habitants viennent se laver en famille dans une eau chauffée naturellement par les volcans. Mais il y a un petit problème. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a un problème avec la charge des pierres. Ahora tienes que jalarlo de ahí. Jálalo. Le problème que l'on a est que les familles viennent se mettre dans la piscine sans utiliser de savon. Et donc, ils salissent la piscine. L'idée de la bicibomba est de changer cette mentalité. Le but est de passer sous le jet, se savonner, puis entrer dans la piscine pour se relaxer et être bien dans l'eau. C'est une lutte de tous les instants car les gens sont habitués depuis des années et des années à ce mode de vie, à faire la même chose. Ils ont pris l'habitude dans les rivières. Mais dans les rivières, il y a du courant, alors qu'ici, l'eau est stagnante. Donc nous, on a trouvé un système pour résoudre ce problème. Venez sous la douche, les enfants. Passez sous la cascade, les garçons, les filles. Abordable pour les populations plutôt pauvres, les engins de Maya Pédale seraient aussi très utiles dans les pays où l'on s'essaye à la fameuse transition énergétique. La famille se dirige maintenant vers la frontière avec le Salvador. Auparavant, Chine et Martin vont découvrir que les montagnes du Guatemala sont bien vivantes. Regarde, ici, il y a un volcan qui explose. Ouais, mais il n'y a pas encore la lave. Si la lave, tu la vois pas de jour, faut attendre la nuit pour la voir. Mais pourquoi pas passer la nuit ici? Parce qu'il faut qu'on aille au Salvador maintenant. On n'a plus le temps. Ça fera des nuages, il y a passé de nuages, regarde. T'as vu? Le volcan El Fuego, le feu en espagnol, est le volcan le plus actif d'Amérique centrale. Cela fait maintenant 15 ans qu'il est dans une phase éruptive. À cause de lui, il faut régulièrement évacuer les environs car il menace les habitants. Fred, Laure, Chine et Martin préfèrent ne pas s'attarder. La famille se rend au Costa Rica, mais d'abord elle traverse en vitesse le Salvador, le Honduras et le Nicaragua.
À cause du crime organisé et des cartels de la drogue, ces 3 pays font partie des plus dangereux du monde. Au Costa Rica, c'est une autre ambiance. Pour un éco-reporter, ce pays a tout du paradis. Riche en biodiversité, il possède l'IPH le plus élevé du monde. Alternative au PIB, l'indice de planète heureuse est calculé à partir de 3 indicateurs: l'empreinte écologique, l'espérance de vie et le bien-être des populations. Si l'on se sent si bien ici, c'est peut-être parce que ce pays de 4 millions d'habitants n'a plus d'armée depuis 40 ans. L'argent ainsi économisé est investi en priorité dans l'éducation et la préservation de l'environnement. C'est parti. Ça va aller, mon pote. Il y avait un paresseux au milieu de la route. Ouais, il faisait le mort. Enfin, on dirait qu'il faisait le mort, mais il allait tout doucement. Bienvenue au Costa Rica, un pays qui depuis de nombreuses années a la réputation de faire bien pour l'environnement. Donc nous savons aujourd'hui, le problème du réchauffement climatique est un problème sérieux. Il faut absolument réduire nos émissions de CO2, mais ça ne suffira pas. Il faut aussi protéger les forêts et planter des arbres qui sont des formidables capteurs de CO2 qu'ils transforment en carbone. Donc ici au Costa Rica, le gouvernement depuis de nombreuses années déjà protège les forêts à travers des parcs nationaux, mais incite également les particuliers à faire de même. Nous allons visiter maintenant l'Hacienda Barú, qui est une de ses propriétés privées, qui anciennement était une ferme et qui aujourd'hui est une réserve privée. Nous allons voir comment ils font pour protéger l'environnement. L'Hacienda Barú n'aurait jamais vu le jour sans Jack Ewing. Cet Américain est arrivé dans les années 70 alors qu'il n'était qu'un étudiant. Et à l'époque, le pays ne voyait pas encore la vie en vert. En ce temps-là, le gouvernement voyait la forêt tropicale comme une terre inutile. Ils ont dit aux indigènes de partir et en défricher pour rendre la terre productive. Quand je suis arrivé à l'Hacienda Barú en 1972, la moitié du territoire avait été défriché. Aujourd'hui, on a encore 160 hectares de forêt primaire à l'Hacienda Barú. Et je suis tombé amoureux de la forêt tropicale. J'ai été fasciné par cette forêt vierge. Les animaux qui y vivent, sa dynamique. Pour moi, c'est l'endroit le plus fascinant du monde. Jack a mis toute son énergie pour protéger ce lieu. La chasse est désormais interdite sur ces terres et depuis 1979, l'Hacienda Barú plante des espèces d'arbres endémiques pour reconstituer l'écosystème propre à cette région. Qu'est-ce que tu ramasses, Martin? La graine d'un arbre qui s'appelle l'arbre à oreilles. C'est pour faire des colliers. Et c'est pour faire des colliers, les graines à l'intérieur. Il y en a juste là. La famille part en randonnée dans la forêt tropicale avec Pedro Porras, qui travaille ici depuis qu'il a 14 ans. Au fil des ans, il est devenu un naturaliste expérimenté. Avant l'arrivée de Jack Ewing, les populations locales chassaient les animaux. Aujourd'hui, elles gagnent leur vie en les protégeant. Ça, c'est une forêt secondaire. Avant, c'était des élevages de vaches. Par opposition à la forêt primaire, la forêt secondaire est une forêt qui a repoussé après avoir été détruite ou exploitée par l'homme. Cela n'empêche pas d'y trouver une grande diversité d'espèces. Certains animaux avaient même disparu des environs depuis 40 ans. Regardez là-bas. Ils sont tout petits, il y en a 5. 2 ici, 3 autres là. Tu peux venir ici.
Où ça? Ah oui, là-haut. Même toute une meute. Il y a toute une meute, là. Comment s'appelle ce singe? Cara Blanca. Ah, Cara Blanca. Parce qu'ils ont la figure blanche. Oui, c'est ça. La Hacienda Barro est en train de construire un corridor biologique. En ce moment, on construit des tunnels et des ponts aériens par lesquels les animaux peuvent se faufiler pour passer les grandes routes. Du coup, beaucoup d'animaux que nous n'avions plus ici reviennent et cela connecte tous les animaux dans le pays. Dans la nature, les équilibres se rompent vite, mais se reconstruisent très lentement. 50 ans après son arrivée, Jack semble prêt de réussir son pari. C'est l'un des rares endroits au monde où la biodiversité augmente. Quand le projet a débuté, nous avions seulement une espèce de singe. Aujourd'hui, nous en avons 3 de plus. Nous avons des pumas que nous n'avions pas avant et beaucoup d'espèces mineures d'oiseaux. C'est vraiment une réussite. Et nous continuons à travailler. L'idée est d'augmenter la biodiversité. Tu vas où, Chine? Sur la tyrolienne. Ah, d'accord. Alors nous n'avons pas encore visité la forêt primaire et je vous propose de le faire dès maintenant et en tyrolienne. Ça vous dit? Maman, ça va être un peu lourd. Là, ils ont fait un tunnel pour passer sous la route pour que les animaux passent. Voilà, ça fait le couloir écologique. On a ces petites montagnes et on va descendre en tyrolienne. Et surtout là, tu es arrivé dans la forêt primaire. Ouais, la plus vieille. Voilà, une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a jamais été touchée par l'homme. On n'a pas coupé d'arbres, on n'en a pas planté. Ouais. C'est les arbres qui ont poussé tout seuls. Les animaux aussi. Et les animaux qui ont aidé à les faire pousser. Moi, je veux réussir. C'est facile, comme tout. Avec 8 plateformes réparties dans la canopée, le circuit de cette tyrolienne reproduit le vol du toucan dans la forêt. Alors? C'était super. Allez, hop, monte. Si, si. Vas-y, Nounou. Mais c'est pas difficile, regarde, il y a les roulettes qui te tiennent, tu peux pas tomber. T'es sur le câble. De pas trouver l'arrivée. Impeccable. Allez, Jouer à l'oiseau ou à l'écureuil a un gros avantage. Les touristes ne laissent pas d'empreintes de leur passage au sol. L'Hacienda Barro propose aussi des séances d'escalade dans les plus gros arbres de la forêt. Mais pour l'heure, toute la famille se prend pour un toucan. Alors, c'est comment? Eh, petit regarde, petit écureuil. C'est fini? Alors, qu'est-ce que t'as dit en arrivant? Gracias. Pura vida. Pura vida, c'est ce qu'on dit ici. Pourquoi est-ce qu'on dit pura vida? C'est un dicton classique pour dire que c'est super. Ah oui? Ouais. C'était rigolo qu'on fait tcha. Et en arrière, c'était encore plus rigolo. Retour à un mode de déplacement plus conventionnel. Le Costa Rica est un pays volcanique qui compte 116 volcans. Mais 5 seulement sont actifs. Cette énergie venue du cœur de la Terre est utilisée pour produire de l'électricité. Mais elle jaillit aussi en pleine nature, sous forme de rivières chaudes. Alors ça, c'est la pierre volcanique. T'as vu, j'ai trouvé de la pierre volcanique au fond de l'eau. Mais il y en a plein, même il y en a plein au tas là.
Le Costa Rica sait très bien tirer parti des forces de la nature. Après l'eau et les volcans, le vent est la troisième source d'énergie électrique du pays. Le Costa Rica compte 9 parcs éoliens et est en train d'en construire 8 autres. Le pays est un cas unique au monde. Presque 100% de son électricité provient des énergies renouvelables. Les Costaricains sont de très bons élèves. Ils émettent 10 fois moins de CO2 que les Français. Mais l'électricité ne représente qu'un quart de l'énergie consommée. Le pays a encore besoin de beaucoup de pétrole. Certains habitants essayent quand même de faire sans. Alors ici au Costa Rica, je vous propose d'aller rencontrer César, qui depuis quelques années fait un très bon biocarburant, un carburant vert, non polluant, à partir des huiles de cuisine, des huiles de friture, et paraît-il également à partir de graisse animale. Alors comment fait-il? Nous allons le savoir tout de suite en allant le rencontrer. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Ici, le groupe H&M ne fait pas de vêtements. Il exploite et vend des matériaux de construction. C'est une activité qui consomme énormément d'énergie. Pour faire des économies, César a eu l'idée de fabriquer du carburant maison. Quand on n'a pas de pétrole, il faut des idées. Comment tout cela est né? De manière très simple. En lisant un article de journal, nous avons pensé que l'on pouvait faire du carburant à partir d'huile et de graisses animales. Là, nous nous sommes mis à faire des recherches pour faire naître le projet. Résultat, le projet est né à partir de nos propres investigations. Du coup, toutes les installations résultent du fruit de notre propre travail et de nos recherches. Martin n'a pas de temps à perdre. L'éco-reporter change de chauffeur et de camion pour découvrir à quoi ont abouti ses recherches. Alors ici, avec de la graisse d'animal, on peut faire du biodiesel. Et on va en chercher tout de suite. Martin se rend à l'abattoir de Santa Clara. Le gras qui recouvre la carcasse est impropre à la consommation. Lors de la découpe, on le met de côté pour H&M car il a un excellent rendement. Avec 500 kg de graisse, on obtient 430 litres de diesel. De quoi faire plusieurs pleins pour presque rien. Et combien vous allez payer pour tout ça? C'est gratuit. C'est gratuit. Complètement gratuit. Bien. C'est sur place, à l'usine H&M, que l'on transforme la graisse. On commence par la hacher menu. Cette purée graisseuse est ensuite envoyée dans des chaudrons géants pour être cuite entre 45 minutes et 2 heures. La cuisson produit de la glycérine. Et c'est cette glycérine qui sert de combustible pour alimenter les chaudrons. C'est très malin, car le processus est autosuffisant en énergie. Sous l'effet de la chaleur, la graisse est devenue de l'huile que l'on va récupérer. Mais rien n'est jeté. La partie solide est destinée à l'alimentation animale. Elle deviendra par exemple du pâté pour chien. Du pâté light évidemment, puisqu'on a retiré toute l'huile. À ce stade, cette huile ne peut pas servir telle quelle dans un moteur. Elle doit subir d'autres transformations. Elle est d'abord analysée en laboratoire et pour en faire un carburant utilisable pour les moteurs récents, il faut la débarrasser de ses impuretés en la filtrant avec un mélange de méthanol et d'hydroxyde de potassium chauffé à 60 degrés. Quelques minutes de cuisson supplémentaires et le carburant de bœuf est prêt. Le carburant animal présente de nombreux avantages. Il émet 80% de CO2 en moins qu'un carburant classique et contrairement aux agrocarburants, il n'entre pas en compétition avec des cultures alimentaires. On pourrait tous rouler avec, mais le gisement des huiles animales est insuffisant pour couvrir tous les besoins. En revanche, pour le camion de Martin, il devrait y en avoir assez. Bon ben voilà, on va faire le plein de notre camion pour une fois en biodiesel. Et ça fait vraiment plaisir. On va arrêter de sentir le diesel et on va sentir la frite.
Avant de se rendre à son prochain rendez-vous, la famille veut d'abord observer un phénomène naturel vieux de plusieurs millions d'années. Ici, au Costa Rica, il y a pas mal de volcans. Et une bonne partie sont encore en activité. C'est le cas du volcan Poás, que je vous propose d'aller voir maintenant. Le volcan Poás est l'un des 5 derniers volcans en activité au Costa Rica. L'observer se mérite. Il faut 1 heure de marche pour atteindre le cratère. Et parfois, il arrive qu'on monte pour rien. Alors ici, d'habitude, c'est là où on voit le cratère, mais aujourd'hui, c'est couvert de brouillard, donc on voit rien. C'est beau, hein? Ouais. Et tu crois que ça va se lever, qu'on va voir quelque chose? Peut-être. Oui. Clairement, ça non, on voit bien, maman. Ouais. Le cratère principal fait 2 km de diamètre et 300 mètres de profondeur. Les eaux qui le recouvrent sont très acides. Le souffle. Au Costa Rica, les routes sont souvent encombrées. Il y a 1 vache pour 3 habitants. C'est beaucoup, mais c'est moitié moins qu'il y a 20 ans. Alors le Costa Rica est producteur d'un excellent café, mais également producteur de lait. Alors tout le monde connaît la brique de lait, la fameuse brique Tetra Pak. Et là-bas, on avait vu ça, un monsieur, il faisait des maisons avec des briques de lait. Oui, effectivement, il y avait Monsieur B à Auroville, dans le sud de l'Inde, qui faisait des maisons à partir de briques de lait recyclées. Et bien ici, au Costa Rica, il y a une usine qui fait ces fameux matériaux à partir de briques de lait. Et donc, je te propose d'aller voir comment on recycle une brique de lait. C'est parti. La famille va visiter l'usine de Dos Pinos, l'une des plus grandes coopératives laitières du pays. Elle regroupe 1400 producteurs de lait. C'est Carla Murillo, alias Charlotte, qui sera leur guide. Ça, ce sont les camions qui récoltent le lait dans tout le pays. Tous les camions du pays arrivent ici et déposent le lait à cet endroit pour fabriquer des produits laitiers et des dérivés. On essaye d'être solidaire avec tout le pays et parmi l'ensemble des responsabilités sociales que nous avons ici, nous devons également respecter l'environnement et encourager la bonne nutrition et l'éducation. Là, maintenant, on va dans un centre de recyclage qui est une étape très importante dans ce processus, car ce sont des endroits de petite taille, au cœur des communautés, où les gens déposent tous les matériaux pour le recyclage. Le secret d'un bon recyclage, c'est avant tout un bon tri. Dos Pinos, ça c'est des jus d'orange Dos Pinos. Dos Pinos, Dos Pinos, Dos Pinos, Dos Pinos. Tout ça c'est Dos Pinos. C'est important de savoir que ce matériau ne peut être utilisé qu'une seule fois pour emballer des produits alimentaires. Il est donc important, une fois utilisé, de l'emmener pour le recycler, parce que dans la nature, il met beaucoup de temps à se dégrader, ce qui est très nocif pour la planète. Charlotte raccompagne la famille à l'usine pour lui montrer le processus de transformation des briques. Mais avant, elle veut faire une petite surprise aux enfants. Voici Lula, la mascotte de Dos Pinos, qui voulait à tout prix embrasser nos 2 éco-reporters. Il y a quelqu'un à l'intérieur en fait. Bonjour, bienvenue, très heureux. Giovanni, enchanté. C'est donc ça l'usine? Oui, c'est l'usine que nous avons ici à Dos Pinos.
et qui sert à recycler les briques de Tetra Pak. Tout passe par un processus de recyclage bien précis. On recycle l'aluminium et le papier que vous pouvez apercevoir là-bas. Ce Tetra Pak est composé de plastique, de papier et d'aluminium. Le plastique est à l'extérieur, là où est imprimée la couverture. Puis nous avons dans la partie interne le papier. Et puis ce que vous voyez au fond, c'est l'aluminium. En ce qui concerne le papier, on va en faire des cartons et du papier pour l'artisanat, etc. Le plastique et l'aluminium vont servir à fabriquer des meubles, des murs et des toits. Dans cette autre partie de l'usine, nous recevons le matériel. On les fait venir à l'usine pour pouvoir les retraiter. Nous procédons alors à la séparation des matériaux, le papier, le plastique et l'aluminium. Ici, nous avons le plastique et l'aluminium bien séparés. Et dans cette zone, arrive le papier à recycler dans ces cylindres qui font de la pâte à papier. L'eau est alors évacuée pour être à nouveau utilisée dans un autre cycle. Un rouleau se forme, on le plie, et c'est prêt. Voici comment on recycle le papier. C'est le premier recyclage pour ce carton. Au total, il pourra être récupéré et réutilisé jusqu'à 7 fois. Avec 1 tonne de Tetra Pak, Dos Pinos récupère 750 kg de papier. Pour obtenir la même quantité, il faudrait abattre 15 arbres environ. Avec la même tonne de briques de lait, Dos Pinos récupère 250 kg d'un mélange d'aluminium et de plastique. Il est broyé, puis réparti sur des plaques. Après un passage au four, le polyaluminium s'est transformé en panneau flexible de 7 mm d'épaisseur. Avec 1 tonne de Tetra Pak, Dos Pinos peut fabriquer une vingtaine de panneaux. Le film plastique est utilisé pour que la matière ne colle pas à la machine. Le film plastique fond à une température de 150 degrés et le polyester à 300 degrés. Le film plastique disparaît donc bien avant le polyester. Dans 1 heure, ça va à droite comme ça et c'est brûlant. Voilà. Le matériau obtenu a plein de qualités. Il est isolant, imputrescible, étanche, abordable et en plus il est beau. Alors qu'est-ce que tu vois là comme couleur? Du bleu, du rouge, du gris. Et pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs alors? Parce que les briques, ils étaient de plusieurs couleurs. Voilà, et en plus de ça, ça brille. Tu sais pourquoi ça brille? Il y a de l'aluminium. T'aimerais bien voir le mur de ta chambre comme ça? Ouais. Ouais, ce serait joli, hein? Ces panneaux multicolores sont ensuite utilisés comme des panneaux de bois traditionnels pour cloisonner, meubler un espace ou même faire des toits parfaitement étanches. À ce titre, les bureaux de Dos Pinos sont la meilleure vitrine qui soit. Charlotte, où allons-nous maintenant? Nous allons dans une école qui fait partie du projet des responsabilités sociales et environnementales de Dos Pinos et dont le nom est Un pupitre pour ton école.
Alors avec des briques de lait recyclées, on peut aussi faire des pupitres pour les écoliers. Nous partons maintenant avec Charlotte visiter une de ces écoles équipées de ces tables en briques de lait recyclées. Chine, Martin, mi esposa Laura, c'était très bon. Ah, eso también está con una... Alors qu'est-ce qu'on met ici, Chine? Les briques de jus. Des briques de jus et des... Il n'y a pas que du jus, il y a aussi... Ça c'est quoi? Ça c'est une brique de lait. Ça, il y a des petites aussi comme ça, il n'y a pas que les grosses. Un projet actuellement très simple, c'est que pour 40 kilos de produits rapportés par l'école ou par vous, Dos Pinos offre un pupitre comme celui-ci. Certains sont fabriqués par des prisonniers, ce qui fait aussi partie du projet, et d'autres par des travailleurs au chômage. Ça fait aussi partie de notre projet de donner du travail aux familles. Il faut bien comprendre qu'on ne fait pas ça que pour l'environnement, mais aussi pour la société. Et notre but, c'est qu'au fil des ans, la culture du recyclage rentre dans les maisons pour tous les matériaux et pas uniquement pour les tétrapaks. Pour les briques, pensez bien à les apporter à l'école pour qu'on puisse les recycler et faire profiter d'autres écoles de ces pupitres. Au final, c'est tout notre pays qui peut en profiter. Avec Charlotte et Dos Pinos, le recyclage fait presque partie du programme scolaire. En tout cas, c'est avec ce genre d'initiative que les graines du changement germeront dans les générations futures. Le Costa Rica a bien l'intention de se développer sans sacrifier son environnement. Il abrite 6% de la biodiversité mondiale et un quart du pays est protégé. La déforestation est passée ici de 6 à 2% en 20 ans grâce à la loi mise en place en 1996 subventionnant les propriétaires terriens qui préservent les forêts. C'est le sens du dernier projet que Martin et sa famille vont découvrir. Qui n'a pas un jour construit une cabane dans les arbres pour y passer des heures à rêver? Qui un jour n'a pas rêvé de vivre dans les arbres? Eh bien, je vous propose de rencontrer maintenant Erika, qui avec un groupe d'amis l'a fait. Ils ont construit de véritables maisons avec salle de bain, cuisine, dans les arbres. Cela s'appelle la Villa Bella Vista et c'est par ici la visite. Bonjour, Erika. Enchantée, bienvenue à la propriété Bella Vista. Quel endroit magnifique. Merci. La propriété Bella Vista se trouve dans le sud-ouest du pays, près de la côte Pacifique. Elle est née de la volonté d'un couple venu du Colorado, Matteo et Erika. Autrefois, la zone était exploitée pour ses arbres, mais Erika et Matteo ont eu l'idée saugrenue d'acheter 200 hectares. Leur objectif, sauver cette zone de l'exploitation forestière. En 2007, le couple a démarré la construction d'un véritable village perché dans les arbres. Bella Vista est à la fois un village et un gîte. Des gens y vivent à l'année et des touristes peuvent venir en profiter. La communauté essaie de vivre au maximum en autosuffisance et surtout de vivre en harmonie avec cette nature luxuriante. Oh, il y a des fleurs. On est super haut. Mon mari et moi cherchions un endroit simple pour nous évader. Nous nous sommes retrouvés ici et nous nous sommes sentis obligés de sauver cette terre de la déforestation. On n'avait pas réalisé à l'époque qu'elle avait déjà été rasée plusieurs fois. Mais on était naïfs et jeunes, on pensait que c'était de la forêt primaire et on voulait la retirer des mains des bûcherons. Alors on a commencé à réfléchir ensemble pour trouver des solutions et de l'argent pour acheter la propriété. Et on a eu l'idée de ce concept de créer une sorte de copropriété comme une coopérative. Vous avez l'air d'être amoureuse de cette forêt. Je le suis. C'est incroyable, il y a quelque chose de nouveau tous les jours. Comme cette couleur, regarde. On ne peut pas imaginer certaines des choses que l'on voit ici. La nuit dernière, au camp, rien que devant le bureau, on avait 6 espèces différentes de grenouilles. Elles faisaient du bruit, tu sais, elles faisaient une fête. Il a plu un petit peu et elles étaient heureuses. J'adore quand la pluie commence à revenir.
Je n'aime pas particulièrement l'été ou la saison sèche. La forêt ne se comporte pas de la même façon. Le climat ne rigole pas ici. Quand il pleut, il pleut. Environ 10 cm d'eau par mois. Les forêts tropicales sont des écosystèmes magiques. Elles abritent la moitié des espèces présentes sur Terre et elles sont capitales pour la régulation du climat. Ici, il pleut tellement qu'il faut mettre les potagers à l'abri. À Bella Vista, plusieurs jardins fournissent les aliments nécessaires à la communauté. Il y pousse de tout, des yuccas, des bananes plantains, des mangues et des citrons. Les touristes et les habitants n'ont quasiment pas besoin d'aller faire leur marché. Fruits et légumes frais poussent sur place toute l'année. Ah, je la vois. La maison dans l'arbre. Ouais. Aucune maison perchée ne se ressemble. Selon la taille et les finitions, les coûts de construction varient de 30 000 à 130 000 euros. Sur chaque parcelle, les arbres aptes à la construction ont été marqués. Ces habitations perchées ont en revanche une chose en commun, un environnement magique qui donne la sensation de faire partie de cette nature à l'état pur. Pour construire une de ces maisons, il faut compter 4 mois environ. La main-d'œuvre et les matériaux sont locaux, cela va de soi. Et il faut aussi écouter la nature. L'un des plus gros challenges quand on construit dans les arbres, c'est la météo. On ne peut jamais prévoir quand il va pleuvoir dans la forêt vierge. On a un bouquin qui nous aide à déterminer quels arbres sont des espèces appropriées pour construire. Il y a beaucoup de choses qui sont rédhibitoires quand on choisit un arbre pour accueillir une cabane. Alors, déterminer les plans et le lieu de construction est toujours un challenge. Et puis, les choses ne sont pas figées. S'il y a une branche ou une racine sur votre chemin quand vous commencez à construire, on ne la coupe pas, on la laisse traverser le salon. Et donc, les gens qui choisissent de construire ici dans les arbres doivent être ouverts au changement et prêts à revoir leurs plans. C'est comme ça que ça marche ici. Construire dans la jungle est intéressant parce que 80% de la vie sauvage est dans la canopée et seulement environ 20% sur le sol de la forêt. Et donc pour avoir une bonne visibilité, on doit construire au-dessus de la canopée, tu sais, pour avoir cette jolie vue. Ça va être un coin sympa, ils verront des singes ici et des quincajous et plein de magnifiques oiseaux à observer. Ça va être un super endroit. Et pour ceux qui veulent vivre l'expérience de la vie en pleine canopée, quelques propriétés et parcelles restent à vendre. Chine et Martin ont l'air très intéressés. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Regarde, là, il n'y a pas de lit. Et là-bas, il doit y avoir des lits. Ouais, tout ce là. Oh, d'accord. Le toit est fait avec du bambou écrasé. Ah oui, très joli. C'est joli, dans toutes les maisons, il y a des trucs comme ça au premier papier. Comme dans un rêve, hein, Martin? Ouais. Oh, je sais pas. Oh, il y a des moustiquaires comme ça. Oh, viens voir la salle de bain. Un canapé. Wow. Oh, regarde le robinet. Ça te plaît. Trop beau. Tu voudrais habiter dans un arbre, Martin? Ah, oui. Oui, c'est trop joli, le robinet, il est en coquillage. Là, ça coule. Qu'est-ce que c'est ça? Un coquillage robinet. On va habiter ici. Ouais, pourquoi pas? On pourrait se construire une maison comme ça? Dans un arbre? Il faut trouver un arbre grand, gros et costaud.
Mm-hmm.